Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Gourmand TV dans un monde qui bouge. Pour l'émission de ce mois-ci, le vrac emballe le cœur des Français de plus en plus accros à la quantité choisie et aux emballages réutilisables. Fait d'actualité, en 2030, la loi imposera 20% de vrac dans toutes les superficies de magasins supérieures à 400 mètres carrés. Nous avons décidé d'en faire le menu de cette nouvelle émission avec 3 sujets: actualité, loi climat, l'Assemblée nationale adopte le vrac, décryptage, le marché du vrac explose, innovation, osons le vrac connecté. Pour en parler, 3 invités, 3 professionnels que je suis ravi d'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour. 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 L'influente Célia Renesson, vous êtes cofondatrice et directrice générale de Réseau Vrac. La jeune et non moins entrepreneuse Oriane Santis pour Smart Vrac. Et le talentueux Didier Oretta Bruno, le patron de Day by Day, pour nous effleurer ce sujet de vrac. On vous dit tout dans cette nouvelle émission. Nous pourrons écouter l'interview de Fabrice Pelletier, designer, expert en éco-conception, une interview de Cassandre Cholet et des micro-trottoirs de Stanislas Gillet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que vous nous redéfinissiez précisément ce qu'est le vrac. Célia Renesson. Alors, la vente en vrac a une définition officielle depuis l'année dernière, le 10 février 2020, et elle se définit comme la vente de produits présentés sans emballage, en quantité choisie, dans des contenants réutilisables ou réemployables. Didier Oretta, la définition vous convient ? La définition convient parfaitement puisqu'elle travaille sur les 2 piliers et elle reprend vraiment les 2 piliers de ce que souhaite adresser le vrac. D'un côté, la réduction du gaspillage par l'achat de la juste quantité au bon moment. Et la quantité d'un produit dont on a besoin en consommable, c'est chacun la sienne et à des moments différents. Et puis la deuxième dimension qui est le travail sur les déchets d'emballage et la réduction des déchets d'emballage en insistant sur la notion d'emballage réutilisable ou réemployable. En vous écoutant, je me dis, est-ce qu'on ne revient pas 60 ans en arrière ? Je pense que le monde passe son temps à faire des boucles, mais ce sont plutôt des boucles de progression. Où on va régulièrement abandonner des pratiques parce qu'il y a une organisation de vie qui est différente. Et on pourrait parler très très longtemps de ce qui a conduit à abandonner totalement la logique de vrac, grosso modo à partir des années 50. Vous pourrez retrouver dans un certain nombre d'archives de l'INA des images d'Hélène Leclerc, Madame Leclerc, qui dans son épicerie de Landerneau sert des haricots secs à la louche. Donc on est bien en vrac et on est bien avant. J'avais les mêmes images en tête, en fait. Vous avez été visionnaire, vous, Didier Oretta, 2013, Day by Day. Day by Day 2013, la première volonté de faire du vrac abandonnée dès 2003, et je n'étais pas le premier. Il y avait du vrac qui était revenu bien avant ça. Il y a des pays où ça n'a jamais été abandonné. Visionnaire, j'en sais rien. En tout cas, on a sans doute été les premiers à s'intéresser à ce sujet de manière complètement professionnelle avec une approche de retailer et en essayant de cadrer ce qui pouvait être une organisation, un modèle économique, des processus et une modernité des attentes des consommateurs. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet d'actualité avec la loi climat et résilience. L'Assemblée nationale adopte le vrac, le fameux article 11 de ce projet de loi proposé par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, qui précise donc que les magasins de plus de 400 mètres carrés devront proposer d'ici à 2030 au moins 20% de leur surface de vente au vrac. Pour aborder ce sujet, je vous propose un micro-trottoir de Stanislas Gillet et on va écouter ce que la rue a à nous dire. Alors, j'ai pas trop l'habitude d'acheter du vrac. Aujourd'hui, on est en pleine transition écologique. Et c'est vrai que ça doit s'imposer comme une norme. Non, normalement, je prends les produits dans les paquets déjà. Je pense que ça prend moins de temps, mais je comprends que c'est mal pour la nature par contre. Pas souvent, mais c'est vrai que l'avantage c'est que ça évite le gaspillage. Ça m'arrive. Parce que c'est plus écologique au niveau du packaging et puis en général les prix sont attractifs. De temps en temps, oui, parce que simplement, selon les besoins que je rencontre, je trouve que l'emballage
me permet un meilleur dosage. Quand tous les magasins seront avec du vrac, j'achèterai. Mais pour l'instant, non. Non, je dirais pas que j'ai l'habitude. Je dirais que ça m'arrive quelques fois, mais ça reste rare quand même. Alors pas du tout, il m'est arrivé une fois d'en acheter. C'était pour un apéro, on avait acheté des cacahuètes, des petits trucs comme ça avec mon père, mais sinon pas du tout. Oui, j'ai l'habitude d'acheter du vrac. Une galerie de portraits et d'avis. Célia Renesson, vos premières réactions sur ces commentaires? On retrouve tout ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de percevoir en vrac. Alors aujourd'hui, il y a 37% des Français qui déclarent consommer en vrac. Donc on a vu des acheteurs, on a vu des non-acheteurs. On a encore 63% des Français à aller chercher pour consommer en vrac de manière quotidienne. Et la notion de juste quantité pour éviter le gaspillage, elle est beaucoup ressortie, je trouve, dans les témoignages. Et c'est la première raison aujourd'hui d'achat des Français pour consommer en vrac. Et la deuxième, c'est pour réduire les déchets d'emballage jetable. On a vu aussi ce qui était intéressant, c'est j'achèterai en vrac quand il y en aura partout. Ça fait vraiment partie. C'est pour bientôt en fait. C'est pour bientôt. On a la chance en France d'avoir quand même un parc de magasins qui est plutôt bien équipé, ce qui n'est pas le cas du tout des autres pays. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et c'est la raison d'être de Réseau Vrac que de démocratiser la vente en vrac. On va y revenir. Oriane Santis, un avis sur ces témoignages? Je dirais que c'est effectivement, je rejoins Célia sur ce point, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un échantillon de ce qu'on entend. C'est oui, j'essaye, j'aime bien, mais je le fais, dans les faits, je le fais pas vraiment. Je vous sens très motivé pour votre projet. Didier Orenta, une réaction? Moi, je pense que la plupart de nos contemporains ne se rendent pas compte qu'ils achètent en vrac déjà et qu'ils achètent depuis toujours en vrac. Il suffit qu'ils aillent acheter des fruits et légumes en libre service et à la quantité à la demande. Dès lors qu'ils se servent 3 tomates tout seuls dans un sachet de leur choix, ils achètent en vrac. Eh bien, à partir de cet exemple-là, je vous propose d'aborder plus en détail le fameux article 11. Je vous vois souriante, Célia, et pour cause. Cet article-là, il bouleverse la donne. Il bouleverse la donne et surtout, nous, on est très contents chez Réseau Vrac parce que l'ensemble de nos amendements ont été adoptés. C'est-à-dire? Pour faire évoluer cet article-là. Quel type d'amendement? Alors, on a fait en sorte d'élargir, de rajouter un alinéa à cet article 11 et qui dit que l'action des pouvoirs publics vise à encourager le développement de la vente de produits sans emballage primaire, dont la vente en vrac, et que le gouvernement va appuyer le cadre législatif, les expérimentations et les actions de sensibilisation. Donc c'est une vraie reconnaissance pour l'ensemble de la filière vrac qui va nous permettre d'accélérer le développement de produits, d'innovation, dont on va parler, je pense, dans cette émission. Je vous confirme, Didier Orenta, une réaction sur cette loi pour vous, c'est une injonction réglementaire intéressante? Moi, ça me provoque 3 sentiments différents. Un peu de gêne, du questionnement et beaucoup d'enthousiasme. La gêne parce qu'il est assez légitime, c'est normal que tout commerce évolue dans un cadre réglementaire qui doit permettre de mieux informer et mieux protéger les consommateurs. Ça, c'est très bien. Néanmoins, il est assez inhabituel que l'on dise à un entrepreneur ce que va être sa structure d'offre. Je n'ai pas connaissance que ça ait déjà existé, un schéma où on dit à un entrepreneur ce que va être sa structure d'offre, parce qu'un entrepreneur, il fait une structure d'offre, il fait une proposition et les consommateurs l'adoptent ou pas. C'est ça, le juge de paix. Donc ça me provoque une forme de gêne et je me dis, j'entends. Quelle porte a-t-on ouverte à cette occasion? Du questionnement parallèlement et plutôt un questionnement positif et qui rejoint ce que vient de dire Célia, c'est-à-dire que l'encouragement que le réseau VRAC a souhaité faire ajouter sous forme d'un abonnement à promouvoir le VRAC et à trouver des solutions va probablement résoudre ce questionnement ou une grande partie. À date, il n'y a pas l'offre. À date, il n'y a pas de solution. Si on devait faire ça dans les 2 ans, c'est impossible. On va aborder ensuite ces sujets. Et puis l'enthousiasme très fort, évidemment, que de voir enfin l'avènement du vrac comme potentiellement un marché de remplacement d'alternatives majoritaires et qui donc produira ses effets sur la réduction du gaspillage et la réduction drastique des déchets d'emballage. À ce sujet, je vous partage une petite revue de presse. Projet de loi climat, 20% de vrac dans les supermarchés d'ici 2030. La mesure qui fâche la grande distribution. Célia Renesson. Ça dépend. Honnêtement, il y a des enseignes de la grande distribution qui sont plus en avance que d'autres, qui n'ont pas du tout attendu le projet de loi pour s'y mettre et on le sent, qui sont déjà engagés, qui discutent d'ailleurs avec des grandes marques pour pouvoir accroître cette offre-là.
Et ensuite, je me permets d'anticiper, je peux le lire. Vous pouvez anticiper, mais donc la question suivante, c'est de savoir si c'est irréaliste 20%. C'est pas irréalisable et c'est pourquoi Réseau Vrac s'est battu pour justement faire des aménagements à l'article initial qui avait été proposé. C'est-à-dire que d'une part, si on s'en tenait à la définition stricto sensu de la vente en vrac, effectivement, c'était compliqué d'y arriver. Mais ce que Réseau Vrac a permis, c'est d'élargir et en fait de faire en sorte que ces 20% puissent concerner l'ensemble des produits présentés sans emballage. Donc c'est effectivement le rayon fruits et légumes. Bon, ça c'était déjà du vrac au sens de la définition, mais également tous les rayons à la coupe. Et à partir du moment où ces rayons à la coupe vont pouvoir proposer des contenants réutilisables ou réemployables, eh bien en fait on va avoir toute cette offre-là possible pour atteindre les 20%. Et les 20% vont être atteignables soit par la surface, soit par le chiffre d'affaires, soit par l'assortiment. Donc on a en fait différentes possibilités pour accéder à l'objectif des 20%, on l'a bien compris. Et on a déjà notamment dans les magasins bio des magasins qui atteignent déjà largement ces 20% et il y en a d'autres qui les dépasseront. Et moi je trouve que c'est très bien, ça donne un cap pour bouger les choses parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que dit Didier, c'est un peu gênant de devoir imposer, mais il y a un moment donné quand on n'impose rien, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, ça va donner envie. Tout est dit. Alors Didier, on va imposer un aspect réglementaire. La réglementation protectrice des consommateurs mais contraignante, ça vous évoque quoi? C'est son job. La réglementation, elle est là pour être protectrice des consommateurs et en général, elle arrive toujours un petit peu après une évolution des phénomènes. Donc le vrac est un phénomène encore relativement récent, même s'il est ancestral, mais sur notre consommation moderne, il est encore relativement récent. Donc il est normal que la réglementation qui est en place soit encore très adaptée aux produits préemballés, prédosés, et pas du tout au vrac, tel qu'il doit évoluer. Donc la réglementation, elle évoluera, mais il y a certains aspects sur lesquels elle n'est pas assez contraignante, certains aspects d'hygiène ou de traçabilité par exemple, et d'autres aspects sur lesquels elle l'est trop. Et je crois que Célia, Lucia et les membres du Réseau Vrac travaillent beaucoup pour faire adapter la réglementation. À propos d'adaptation de la loi, qu'attendez-vous de l'État complémentairement à ce premier pas, j'ai envie de dire, réglementaire ? À continuer à soutenir l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'on a un pouvoir législatif qui soutient. Par contre, qu'on a le service administratif qui suit un petit peu moins. On a besoin aujourd'hui d'élargir l'offre de produits en vrac, donc de pouvoir faire des expérimentations, d'aménager le cadre législatif qui aujourd'hui n'est fait que pour le préemballé et de prouver qu'on est aujourd'hui en mesure de vendre en vrac des produits dans des conditions d'hygiène irréprochables à partir du moment où on met des équipements de vente adaptés. Je voulais juste, si c'est possible, revenir sur le commentaire précédent. Effectivement, la loi est très protectrice des consommateurs, mais on a vu l'année dernière avec la loi AGEC et l'article L120-2 qui donne le droit aux consommateurs de faire ses courses avec ses propres contenants réutilisables et réemployables, la responsabilité. Et là, on a dit que le consommateur était responsable. Et ça, c'est aussi une première avancée où on responsabilise le consommateur, alors qu'en général, on ne le responsabilise pas et c'est jamais de sa faute. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'avant la loi AGEC, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas en fait, de cadre qui donnait le droit au consommateur de faire ses courses en vrac avec ses contenants réutilisables et réemployables. Alors, il y avait une première note technique du ministère de l'Agriculture qui datait d'octobre 2014, si ma mémoire est bonne, qui ouvrait cette possibilité, mais qui n'était pas une réglementation. C'était une forme d'avis qui avait été donné en disant attention, bienveillance, parce que le consommateur, dans des conditions, pourrait. Mais là, ça change tout. Ce que dit Célia, c'est que la réglementation et l'affirmation de la responsabilité du consommateur permet véritablement aux commerçants de toutes sortes de rentrer dans le sujet et d'y rentrer avec une nouvelle forme de sérénité qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. Merci d'avoir éclairé ce point d'actualité autour de l'article 11. En actualité, il y a évidemment la crise sanitaire. Je suis tenté, comme le souligne cet article de presse, de vous questionner autour de l'achat en vrac pendant ces périodes de confinement. Comment ça s'est passé pour Day by Day, Didier Henretta ? Mais globalement, ça s'est bien passé. Nous, on a des magasins qui sont très, très installés dans les gros centres-villes pour la grande majorité d'entre eux. Donc, ils ont vu évidemment, on se rappelle qu'au premier confinement, 1 million de personnes ont quitté Paris. Donc, forcément, ça fait tout de suite moins de clients. Mais il y avait moins de trafic. On a vu aussi diminuer la fréquence de visite, mais augmenter les paniers. Donc, globalement, l'équilibre des chiffres s'est fait.
on n'a pas eu de défiance de la part de nos clients. Vraiment, on n'a pas du tout ressenti la défiance de la part de nos clients. Et puis, au fur et à mesure que les habitudes normales de vie se sont remises en place, que les gens sont rentrés chez eux, qu'ils ont retrouvé leur habitat urbain, on a vu les chiffres se reconstituer totalement normalement. On est encore aujourd'hui sur une fréquence de visite qui est un peu moins forte que ce qui était précédemment. Nous avions l'habitude d'avoir en moyenne 2,5 passages d'un client par semaine dans les magasins. On était passé à une fois tous les 10 jours. Et là, on est revenu à 1,8, 1,9. Donc on voit qu'on est encore en dessous, mais qu'on a à nouveau une habitude de vie qui se prend et les chiffres suivent. Célia Rennesson, vous confirmez sur cette vision post-confinement, même si on est encore sur le point d'en sortir de cette... Effectivement, on n'a pas retrouvé totalement nos niveaux d'avant-crise. On était à 40% des Français qui achetaient en vrac. Là, maintenant, on est à 37%. On a eu une vraie baisse pendant le premier confinement, mais c'est reparti. Ce que dit Didier est vrai. On n'a pas vu de défiance sur le vrac. On a fait beaucoup de travail pour ça, de mettre en place des pratiques drastiques pour pouvoir prévenir le risque de transmission du virus, etc. et continuer d'acheter en toute confiance. On a même travaillé avec le ministère à ce sujet-là. On a sorti une affiche avec les bons gestes. Et ce dont on s'est aperçu quand on a interrogé avec Nielsen les Français, c'est qu'en fait, les deux raisons principales qui freinaient leur achat en vrac, c'était le fait qu'ils n'accédaient pas au vrac pendant la crise. On avait le périmètre d'1 kilomètre dans lequel on devait se contenir pour faire nos courses. Les gens avaient réduit le nombre de commerces dans lesquels ils allaient. Et donc forcément, ça réduisait aussi la chance d'avoir du vrac. Et le drive a explosé. Deux mots pour conclure sur cette première partie actualité. Qu'attendez-vous de l'État pour la suite ? Je sais qu'on a évoqué les superficies de magasins de plus de 400 mètres carrés. Qu'en est-il pour les superficies moindres ? Et puis, on n'a pas du tout parlé de e-commerce dans cette loi. Un mot pour conclure cette première partie ? Nous, on va continuer notre travail législatif avec le Sénat pour faire en sorte déjà que tous les amendements Réseau Vrac qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale puissent l'être au Sénat. Et effectivement, ce qu'il faudrait, c'est étendre ces objectifs de vrac à l'ensemble des surfaces de vente, pas qu'au plus de 400 mètres carrés d'une part, et qu'on puisse trouver une solution pour le commerce en ligne. On a eu plus 42% de commandes en ligne avec le drive pendant le confinement et ça va continuer de s'accroître. Et aujourd'hui, il faut une proposition. Il faut qu'il y ait par exemple un certain nombre d'assortiments de références produits, peut-être 35, 40, 60%, pourquoi pas en 2050, qui soient vendus dans des contenants préemballés, consignés, pour pouvoir aussi en ligne avoir une réponse à la problématique des déchets. Ça nous amène à notre deuxième sujet, décryptage. Le marché du vrac explose. Interview de Fabrice Pelletier par Cassandre Cholet. Le vrac, comme finalement tout système de distribution, n'est évidemment pas une solution zéro emballage, puisqu'il faut bien de toute façon un emballage pour transporter le produit de chez le producteur jusqu'au magasin vrac pour aller le mettre dans le système de distribution du vrac. Par contre, le vrac est une solution qui peut permettre de réemployer les emballages, donc une solution de l'emballage réutilisable avec deux possibilités, soit des emballages que vous achetez une fois dans le réseau de vrac et que vous allez ramener pour remplir, soit pour certains magasins qui l'acceptent, des emballages que vous avez chez vous, vos propres tupperwares ou de la récupération de vos pots de confiture que vous allez utiliser. Donc, le vrac est une solution avec de l'emballage en amont et avec de l'emballage réutilisable, consignable ou pas en aval. Les emballages actuels ne sont absolument pas adaptés à la vente du vrac, comme d'ailleurs aux autres réseaux de distribution naissants, puisque l'essentiel des emballages actuels ont été conçus pour une vente en grande distribution en rayon de libre-service. Donc, ils ne sont absolument pas adaptés au vrac. Ils sont souvent à usage unique et ils ne sont pas adaptés au réemploi et à la réutilisation. D'accord. Mais donc, il faudra quand même, malgré tout, aller plus souvent faire ses courses. Alors, le vrac, effectivement, par essence, est un commerce plutôt de proximité qui nous amène à faire plus souvent notre marché, presque même jour après jour, puisque, en fait, le pourquoi des emballages à usage unique, c'est souvent
qu'ils permettent des conservations des denrées beaucoup plus longues. Le vrac, par essence, ne permet pas les longues conservations, donc vous permet juste d'acheter la quantité de produits dont vous avez besoin pour la consommer dans les 24, 40, maximum 48 heures, maximum 72 heures, selon la qualité du produit. Mais le vrac n'est autre qu'un retour à un rayon où on se sert jour après jour. Donc, le vrac est une réinvention de quelque chose qui existait déjà sous un autre nom. Didier Orenta, je vous ai vu froncer les sourcils au propos de Fabrice Pelletier. Alors le vrac, un commerce de proximité, à fréquenter tous les jours avec des durées de conservation plutôt restreintes? Ça dépend de quoi on parle. En fait, je suis souvent d'accord avec un certain nombre des propos de Fabrice Pelletier, avec sa vision globale de l'évolution de l'emballage. Ça fait partie des gens qui ont une vraie démarche prospective. Néanmoins, on a quelques points de désaccord. Alors après, sur la définition légale de l'emballage, qui est vocation de devenir un déchet, tout ça, on va mettre de côté. On va prendre la perception qu'en a le consommateur, le contenant et ce qu'il devient. Aujourd'hui, effectivement, la plupart des produits qui sont mis sur le marché, dans la grande consommation, n'ont pas un emballage qui permet directement de faire du vrac. Il a lui-même cité un contre-exemple avec les fameux pots de confiture, qui, pour se resservir des produits alimentaires, posent absolument aucun problème dès lors qu'ils ont été correctement nettoyés et assainis. Donc c'est globalement vrai, mais pas définitif. Et ça sera probablement une des grandes évolutions des gens qui fabriquent les emballages et des gens qui les conçoivent, que de permettre l'entrée sur le marché ou le service avec le marché du vrac. Pour la proximité, je ne suis pas d'accord. C'est un état de fait potentiellement aujourd'hui. Néanmoins, quand on regarde la réalité des chiffres du marché, 95% du marché tient dans les mains de gens qui ne sont pas en proximité, puis ce sont les super, les hyper et les spécialistes du bio. En général, supermarché et pas de proximité. Après, ça dépend ce qu'on appelle la proximité. Si la proximité, c'est 10 minutes de voiture, alors là, j'entends que ça peut être le cas de la proximité. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle la proximité. Donc, c'est déjà pas vrai. Et qui dit proximité dit plutôt des surfaces de moins de 400 mètres carrés pour le coup, et on est hors article 11 comme on l'évoquait. Exactement, c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Donc ce n'est pas la réalité, et c'est déjà pas la réalité d'aujourd'hui, et ça ne sera pas la réalité de demain, parce que de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui encore, les formats super-hyper, c'est 72% de la consommation quotidienne. Donc c'est là que ça doit se jouer, et c'est là que ça se joue. Une réalité sur laquelle je vais vous mettre d'accord, c'est que de plus en plus de consommateurs craquent pour le vrac alimentaire. Célia Renesson, un petit mot sur les profils de consommateurs. Alors, le profil de consommateur, c'est monsieur, madame, tout le monde. On a fait notre étude. Alors, ça existe ça, monsieur, madame, tout le monde? Ça existe vraiment. Et plus précisément, c'est qui? Alors, le premier foyer qui achète en vrac en termes de taille de foyer, c'est la personne seule. 38% des acheteurs de vrac sont seuls. Et en France, le premier foyer en termes de taille, ce sont les personnes seules à 36%. Ensuite, ce sont des personnes qui vivent dans des villes de moins de 20 000 habitants et des zones rurales, qui est le reflet en fait du paysage français. Et en termes de CSP, c'est exactement la même chose. La première CSP en France, ce sont les personnes retraitées, qui est notre premier acheteur de vrac. Ensuite, on a les cadres moyens, 16%. Et ensuite, on a autant d'ouvriers que de CSP+, qui achètent en vrac. On est exactement sur le même reflet de la population française. Didier Orenta, chez Day by Day, c'est le même profil de clientèle ou il y a des petites variantes? Non, il y a des petites variantes du fait des implantations géographiques de nos magasins. Comme je le disais tout à l'heure, on est surtout, nous, dans les centres urbains aujourd'hui. Il y a des évolutions en cours, mais on est surtout dans les centres urbains aujourd'hui. Et donc, on a la clientèle de ces centres urbains denses avec aussi une population retraitée un peu importante parce qu'elle est très présente dans les centres urbains, mais aussi une grosse partie de notre clientèle qui est une population jeune, plutôt moins de 35 ans. Et historiquement, on a très très tôt vu arriver les gens de moins de 35 ans. En revanche, les similitudes, c'est qu'on a tous les types de catégories socio-professionnelles dans la mesure où on va aller de l'étudiant désargenté au cadre supérieur, mais vraiment sans prédominance de l'une ou de l'autre. Vous êtes unanime à considérer que le vrac est une vraie tendance, c'est la Renesson. De fond. De fond. Nous, on l'a vu. Quelques chiffres sur le marché pour nous traduire l'effet de cette tendance structurelle. Oui, moi j'aime bien donner le repère de la création de Réseau Vrac en mars 2016. On peut dire qu'avant la création de Réseau Vrac, c'était un marché d'à peine 150 millions d'euros. On a quasiment fait x10
en 5 ans. Certes, ça reste tout petit par rapport au... Donc x10, 1,5 milliard. Un peu moins, 1,3 milliard. 1,3 milliard. Voilà, un ratio de 1 à 10, c'est facile à retenir. Mais on a fait 1,3 milliard l'année dernière. Ça reste tout petit par rapport aux plus de 156 milliards du marché des PGC. Mais c'est quand même un marché en forte croissance. On était à 40% juste avant la crise. On a fait 8% l'année dernière. Et nous, on table sur... quand même 3,2 milliards d'ici 2022. Voilà, ça va être un peu compliqué encore ce premier semestre. Je crois que Didier Oreta a des prévisions à 2032-2034, si je me souviens bien, qui sont de l'ordre de... Alors, les prévisions, j'en sais rien, mais en tout cas, une ligne qui pourrait advenir qui serait de l'ordre d'une quinzaine de milliards, oui, probablement. Pour le vrac? Pour le vrac. Si on ajoute le prédosé? Alors, si on ajoute le prédosé, moi, je pense que le prédosé à contenant consigné est réemployable. Hein. Alors, prédosé, on traduit, oui. Donc ça veut dire qu'on achète dans un contenant déjà rempli, avec une dose déjà établie, et que ce contenant sera consigné sous une forme ou sous une autre, ça existe déjà, et qu'il sera réemployé, donc réutilisé en amont, re-rempli dans un cycle qu'on pourrait qualifier d'infini. Et ça fait aussi 15 milliards d'euros. Et ça, je pense que ça sera aussi 15 milliards. Et donc 15 et 15, ça fait 30, ça? Mais ouais, ça veut dire qu'en gros, si on se place quelques années après 2030, donc après l'entrée en vigueur d'un certain nombre de textes qu'on a évoqués, quelques années après, c'est plus de 30% du marché des seuls PGC qui va passer sous ces formes-là. Sans compter les évolutions des années qui sont à venir là, maintenant, sur le frais libre-service, qui va aussi, et notamment le frais laitier transformé, qui va aussi beaucoup passer en vrac libre-service. Parce que là, les 20% dont on parle, c'est bien sur les PGC. Donc on est déjà en fait sur des objectifs là à 2030 de 20%. Donc effectivement, on peut même imaginer qu'en 2050, on sera au moins à 50%. Eh bien, ce qu'on appelle de belles perspectives ou un horizon prometteur. J'ai cru comprendre aussi que les industriels s'intéressaient de plus en plus à la vente en vrac. Lequel de vous deux veut éclairer ce sujet-là? Allez, j'ouvre et puis tu donneras des cas concrets. Célia Rennesson. Nous, on a vu effectivement, pour moi, 2020, c'est l'année de l'arrivée des grandes marques dans le vrac. On a eu aussi bien au niveau de l'alimentaire que du non-alimentaire. On a vu Nivea, on a vu Babybel faire des tests en vrac, on a vu Carte Noire, Toro Ailé, Benenuts. Voilà, on voit toutes ces grandes marques des PGC qui arrivent dans le vrac et on l'a aussi dans des magasins spécialisés, en distribution spécialisée en pharmacie, avec la marque Mustela. C'est aussi Chlorane qui est en train de tester. Donc voilà, les marques ont compris, elles s'y mettent et on a maintenant des résultats directement dans les magasins. Oriane Santis, de telles perspectives pour une start-upeuse, ça évoque quoi? C'est tout à fait, c'est une excellente nouvelle, que ça vienne pas seulement des enseignes, justement à qui on impose des lois, entre autres, et que ça vienne des industriels, c'est tout ce qu'on pouvait souhaiter. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir toucher un maximum de personnes, notamment parce que j'imagine, enfin, c'est pas seulement que j'imagine, mais beaucoup de consommateurs ont aussi besoin de retrouver certains produits qu'ils connaissent en vrac, et c'est aussi une des raisons souvent pour lesquelles ils... Et on va le voir tout à l'heure, je pense que vous allez les aider à aller sur ce sujet-là. Didier Oreta, des acheteurs de vrac mi-écolo, mi-économe, c'est possible ça? Oui, c'est même... Est-ce que ça coûte plus cher d'acheter du vrac? Alors, ça ne coûte pas plus cher, ça ne coûte pas forcément moins cher. On pourrait revenir sur l'économie du vrac et le taux de main-d'œuvre extrêmement élevé pour mettre en route le vrac d'une manière respectueuse de la sécurité de tous. Donc ça ne coûte pas forcément moins cher, mais ça revient toujours moins cher. Ça revient toujours moins cher. Est-ce que c'est aussi rentable pour les distributeurs? À date, probablement pas, puisqu'il y a un taux de main-d'œuvre qui est très élevé et il n'y a pas d'élasticité très forte sur nos marchés des PGC, donc on ne peut pas se permettre de décaler le prix à la hausse. Et décaler le prix à la hausse, si on ne décale pas le prix à la hausse alors qu'on a plus d'éléments à mettre en œuvre, des matériels plus coûteux pour mettre en œuvre le vrac, beaucoup plus de main-d'œuvre, jusqu'à 10 fois plus de main-d'œuvre pour mettre en œuvre le vrac, bien évidemment, il y a une compression des marges. Et moins de références produits au mètre linéaire. Et pour le coup, moins de références produits au mètre linéaire. Alors, dans le cas du vrac, c'est extrême, puisqu'on voit bien que les encombrements des matériels sont importants. Mais en tout état de cause, tous les distributeurs du monde aujourd'hui cherchent à réduire leurs assortiments, puisque les surassortiments développés à la fin des années 90 coûtent une fortune à tout distributeur que ce soit. Donc, il y aura là aussi un équilibre à trouver entre les deux. Célia Rennesson, un petit mot sur cette dimension économique du vrac ? Pour conclure ce deuxième sujet. Les distributeurs qui ne sont pas spécialisés doivent trouver effectivement le bon modèle économique.
On voit aujourd'hui que les distributeurs spécialisés, les épiceries vrac, peuvent très bien gagner leur vie. Donc ça veut dire que quand on a mis en place ce modèle-là, dès le départ, ça fonctionne. La question, elle est pour les magasins qui vendent habituellement du préemballé, qui doivent mettre de la main-d'œuvre pour pouvoir entretenir, servir le client. Mais aujourd'hui, ils doivent passer le cap. Autrement, effectivement, ce rayon-là ne pourra pas fonctionner de lui-même. Et c'est ce changement en fait, de modèle et cette prise de conscience et cette prise en main de ce nouveau modèle qu'il faut qu'ils arrivent à... Voilà, ils doivent y arriver et on est là aussi pour les aider. Je sens que vous allez les aider. Troisième sujet de cette émission, osons le vrac connecté. Et on parle d'innovation évidemment. Et Cassandre Cholet et Stanislas Gillet ont un micro-trottoir à nous partager. Bien sûr, c'est une bonne cause pour l'environnement, pour la planète. C'est une bonne idée de supprimer le plastique. Je suis favorable. Ça peut aider dans le sens où on va réduire le plastique d'une façon assez notoire. Oui, je trouve que c'est un moyen très efficace pour protéger la planète, bien sûr. Oui, je pense que de prendre des nouvelles habitudes alimentaires, c'est quelque chose de très positif. Et qu'il y a aussi un côté pédagogique qui permettra aux générations futures de reproduire certains gestes positifs pour la planète. Je pense qu'à ce moment-là, c'est très bien pour l'écologie, enfin, de ne pas utiliser de sacs en plastique et d'éviter tout sac. J'avoue que moi, j'ai des sacs en tissu. Oui, c'est vrai. Bah ouais, en tout cas, ouais, je pense que c'est un bon moyen de faire un petit pas pour la planète. Le vrac en parole, au cœur de la vie des citoyens usagers, c'est le meilleur moyen d'aborder cette nouvelle rubrique. Troisième sujet, innovation, osons le vrac connecté. Je me retourne vers vous pour une réaction, peut-être Oriane, sur ce micro-trottoir. Ça vous évoque quoi ? Toujours la même chose, on voit une énorme volonté en fait, de la part des Français, mais dans la première partie de la question, on comprenait que effectivement c'était à cause de limites que finalement les gens ne franchissaient pas forcément le cap. Mais on sent que la volonté est là. On parle de plus en plus d'expérience utilisateur, d'expérience consommateur. Célia Renesson, Réseau Vrac, quelle analyse faites-vous des usages du vrac pour le consommateur, utilisateur? Est-ce que l'expérience est perfectible? Elle est toujours perfectible. Il n'y a jamais de... Voilà, il faut toujours aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a effectivement encore un certain nombre de freins. Et c'est d'ailleurs ces freins-là que nous, on avait identifiés. C'est pour cette raison-là qu'on a créé l'association. C'est pour lever les différents freins et, in fine, arriver à la démocratisation du vrac. Donc on a, dans les freins qui reviennent souvent, la perception du prix, que le vrac peut être un petit peu plus cher parce qu'en fait, on est majoritairement sur des produits bio, historiquement, mais on voit qu'avec l'arrivée des grandes marques, on va y arriver. Il y a cette notion aussi d'hygiène, souvent, qui revient, que le vrac n'est pas forcément hygiénique et on y travaille. Poser un cadre réglementaire, mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène, c'est tout le travail de l'association, former les magasins. Il y a aussi cette notion de praticité. Donc il faut qu'effectivement l'expérience d'achat en vrac, elle soit fluide et qu'elle soit aussi pratique que pour le préemballé. Et enfin, on a aussi le fait que je n'ai tout simplement pas de vrac dans mes magasins. Donc effectivement, pas de vrac dans le magasin, on ne peut pas en acheter. Et je ne retrouve pas mes marques en vrac. Donc on a aussi l'arrivée des grandes marques qui est attendue. Il y a 54% des Français aujourd'hui qui veulent des marques en vrac. Et c'est d'autant plus vrai chez les acheteurs de vrac, qui sont 73% à vouloir des marques en vrac. Donc voilà, on les attend. Y voir clair, mais un monde qui bouge, c'est également s'intéresser à l'innovation. Et en matière d'innovation, Oriane Santis est à la tête d'une start-up qui révolutionne le vrac. Oriane Santis, pouvez-vous nous présenter Smart Vrac? Oui, alors Smart Vrac, en quelques mots, donc c'est une start-up qu'on a créée il y a 1 an maintenant avec mes 2 associés. Et ouais, effectivement, l'idée au départ, c'était de réinventer donc, tout le processus d'achat en vrac, donc vraiment avec le point de vue utilisateur, enfin consommateur. Et en fait, c'est en allant plus loin, en creusant en fait, le sujet, qu'on a réalisé qu'il fallait qu'on s'attaque aussi à tous les problèmes rencontrés par les commerçants, qui étaient assez nombreux. Et donc, on a décidé d'aller au bout vraiment de la réflexion du projet pour en fait proposer une solution plus globale, complète, qui résout
qui résoudrait à la fois les problèmes, les contraintes rencontrées par les consommateurs, mais aussi par les commerçants. Et vous êtes en expérimentation actuellement, c'est bien ça? Tout à fait. Donc voilà, on a une première version qui est actuellement en test donc, chez Franprix. Vous savez que vous avez réussi à bluffer un expert de la grande distribution, Olivier Dauvers. Il en témoigne, il a été bluffé par l'expérience. Alors qu'est-ce qui fait que vous révolutionnez l'expérience vrac? Alors d'un point de vue consommateur, l'expérience en fait, elle est, disons que le but c'était vraiment de la fluidifier. C'est que donc dans un premier temps, je dirais que la première chose, c'est que le consommateur, il a plus en fait la mauvaise surprise quand il achète son produit de découvrir a posteriori un prix qui serait trop élevé. Et ce qui peut souvent l'amener à abandonner le produit en question et donc produit qui ne sera pas réemployé, donc gâché. Donc première, on va dire, fonctionnalité qui change la donne, c'est en fait d'avoir connaissance de son poids et de son prix pendant qu'on est en train de se servir. Et ensuite, l'autre gros avantage, c'est qu'on a directement, la pesée est faite à la source, donc on a directement en fait l'étiquette qui sort avec le code barre et donc on peut passer instantanément en caisse. Donc plus de problème de tard, une expérience simplifiée, une hygiène renforcée. Je résume à peu près les atouts de SmartVrac. C'est ça, oui. L'aventure a démarré dans quel contexte? L'aventure a démarré il y a 2 ans et demi. Longue histoire, mais l'idée c'était... Longue histoire, oui. Tout est relatif. Tout est relatif, mais c'était, oui, vraiment en tant que consommatrice, c'était de mon point de vue, je me disais, c'est super. Moi-même, j'avais la volonté, comme tous ces gens qu'on interviewe dans la rue, de faire un maximum de mes achats en vrac. Mais effectivement, dans les faits, je ne le faisais pas vraiment parce que c'était super compliqué. Il fallait toute une organisation, parce qu'il fallait du temps aussi à consacrer. J'ai mis un peu de j'étais pas forcément hyper à l'aise avec le système et je me suis dit qu'il y avait certainement j'étais convaincue que c'était comme ça vers cette tendance qu'on allait évoluer et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. D'où l'importance de l'usage pour avoir de bonnes idées d'innovation. J'ai cru comprendre que entre la solution, le prototype en test, comme vous l'avez évoqué, il y a une V2 en cours avec une expérience de nouveau facilitée. Je crois que vous avez déjà tiré un certain nombre d'enseignements pour permettre d'améliorer cette expérience vrac. Didier Orenta, j'ai envie de vous poser la question. Quel regard portez-vous sur ce vrac connecté? Est-ce que ça va faire bouger les lignes? Alors ça va nécessairement faire bouger les lignes. On a un regard très très bienveillant puisqu'on a aussi un petit peu accompagné SmartVrac. Dites-nous dans quel... On a depuis l'année dernière un concours d'innovation où on demande à des tas de gens qui sur le vrac veulent... Et c'est une de vos lauréates? Et SmartVrac a été un des lauréats de ce concours d'innovation. Donc en sachant d'ailleurs que ça ne rentrerait pas dans le cadre de nos exploitations parce qu'on a un modèle radicalement différent de ce qui est proposé par SmartVrac, mais on pense qu'il faut encourager une initiative de cette sorte, qui est bien construite, qui est bien pensée, qui est assez bien aboutie et qui va être l'une des nombreuses solutions qu'il faut mettre sur le marché pour transformer et arriver à cette proportion des 15 milliards dont on parlait tout à l'heure. En matière d'innovation, donc on a vu SmartVrac, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres expériences de vrac connectés, mais il y a aussi des initiatives en cours avec des hubs régionaux pour réduire les emballages en amont du vrac. Je crois que c'est une expérience de réseau vrac dont Célia Renesson va pouvoir nous dire un petit mot. Oui, en effet. Comme on l'a vu dans les différentes discussions, le vrac ne fait pas disparaître les emballages. Il y a bien des emballages qui existent en amont du magasin. En aval, avec le contenant réutilisable, réemployable, on peut s'en affranchir et avoir zéro déchet, mais il en reste bien en amont. Donc toute la question qu'on s'est posée depuis la création de l'association, et c'est la volonté des magasins, c'est de réduire ces déchets d'emballage qu'on appelle des emballages secondaires et tertiaires. Et donc, on est en train de tester en Île-de-France depuis le 15 février un réemploi des emballages amont. Donc, on a une dizaine d'épiceries, on a 6 fournisseurs et donc les épiceries commandent des produits. Donc, on a à la fois des biscuits, des pâtes, du riz, des lentilles, des pruneaux secs. Donc, un engagement en fin de compte économie circulaire à part entière. Ah oui, on est obligé. Aujourd'hui, la volonté, c'est de développer un mode de distribution qui soit le plus vertueux possible sur toute la chaîne de valeur et pas uniquement en aval. Didier Orenta,
J'ai cru comprendre que Day by Day innovait également. Alors, Day by Day... EcoDrive. Ouais, EcoDrive, c'est pas du vrac. Nouvelle innovation. Pour être très clair, c'est pas du vrac. C'est pas du vrac. Et donc, c'est un service qui est proposé. C'est très récent, donc pour l'instant, il y a 2 magasins qui le proposent. C'est un service qui est proposé en association avec Day by Day et qui est structuré par My Retail Box. C'est ni plus ni moins du pré-dosé en ligne et donc à emballage consigné, ce qu'on exprimait tout à l'heure, à emballage consigné circularisable. Ça veut dire qu'on adresse sur les 2 piliers que j'exprimais tout à l'heure pour le vrac, la réduction du gaspillage avec la juste quantité et la réduction des déchets d'emballage, on n'adresse qu'un pilier qui est la réduction des déchets d'emballage. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas Day by Day, c'est pour ça que ce n'est pas du vrac et c'est pour ça que c'est un service additionnel qui va être proposé dans un certain nombre d'épiceries avec l'EcoDrive, Drive Auto et piéton, et puis chez le Day by Day, le Drive piéton qui prend le relais si c'est nécessaire. C'est très important de développer aussi cet aspect parce que le vrac que l'on vient acheter tout seul, re-remplir son contenant dans la juste quantité, il y a plein de moments dans la vie des gens dans lesquels ça ne va pas rentrer. C'est formidable, on l'a dit tout à l'heure, ça doit devenir une alternative concrète du marché, mais ça ne suffira pas pour remplir toutes les circonstances de consommation et toutes les contraintes. Et dans ma propre vie, il y a des moments où je ne peux pas acheter en vrac. Et donc cette solution du réemploi et de la circularisation complète du prédosé sera aussi une alternative sur l'un des 2 piliers. On voit dans vos exemples aux uns et aux autres qu'en définitive, les services associés autour de la vente en vrac sont matière et support à nombre d'innovations. Oriane Santi, je me retourne vers vous de nouveau. Avez-vous dans votre vision du marché des idées de services qui pourraient venir conforter votre solution de vrac connecté? Alors on nous propose déjà de nombreuses évolutions. Enfin, on nous demande si par exemple on a prévu dans nos évolutions un système de paiement intégré, que la solution puisse être complètement totalement indépendante, autonome, c'est ça? Et qu'elle puisse être dans, je sais pas, presque un lieu public. C'est une demande qui revient pas mal. Et donc c'est une des évolutions possibles qu'on voit. Et l'idée, ça serait éventuellement, oui, d'avoir des points de vente du coup de plus en plus nombreux, de plus en plus accessibles. Encore une fois, au coin de la rue, toujours cette question il faut vraiment apporter cette solution à un maximum de gens. Il faut vraiment qu'elle soit à proximité. Et je dirais que c'est une des évolutions possibles pour la suite. Célia Renesson, autre exemple d'innovation constatée au sein de vos adhérents de Réseau Vrac? Distribuer des produits qu'on ne trouvait pas jusqu'à présent en vrac, donc des produits fragiles qui souvent contiennent de l'eau, donc en termes d'hygiène sont plus compliqués au niveau de la stabilité du produit. Donc on a des sauces aujourd'hui, les ketchup, la mayo qui arrivent, les yaourts et pourquoi pas bientôt le lait. Après tout ça en concordance aussi avec un cadre réglementaire qu'on doit faire évoluer, puisqu'aujourd'hui on a encore un certain nombre de produits qui sont interdits à la vente en vrac. Et nous, notre but, c'est de lever toutes ces barrières-là pour que demain, chaque Français puisse faire toutes ses courses en vrac au plus proche de chez lui. Vous évoquez des produits interdits, quels sont-ils? Alors on a le lait, par exemple, qui doit aujourd'hui être vendu en vrac sur le lieu de production, donc c'est un petit peu compliqué si on n'habite pas à la ferme. On a aussi les produits infantiles, les compléments alimentaires, les produits surgelés. Donc voilà, on a encore un certain nombre. L'huile d'olive reste interdite au niveau européen, mais en France, on a réussi en 2018 à la faire autoriser en quantité à la demande avec un certain nombre de conditions. Mais voilà, on a encore un certain nombre de produits dont le cadre, dont les barrières législatives doivent sauter. Et on doit montrer que leur vente en vrac ne met pas en danger la santé et la sécurité du consommateur. Est-ce qu'il y a des produits qui ne se prêtent pas du tout à la vente en vrac? Oui, je pense que, par exemple, les chips. Si vous prenez des chips très fines, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué de les acheter en vrac sans les casser. Mais à part certains produits comme ça, pour moi, tout s'y prête. Didier Oretta, tout s'y prête? Je pense que dans le temps, si on se projette un petit peu, oui, tout s'y prête et potentiellement même les chips. Si elles sont peut-être un peu plus épaisses. On verra. En tout cas, moi, je pars du principe qu'on doit résoudre absolument voilà toutes une les idée d'innovation des chips épaisses. J'ai cru lire aussi, si je ne m'abuse, que le champagne, ou tout du moins les boissons boiseuses, ce n'était pas possible en vrac?
Alors, ce n'est pas Non, tout à fait vrai. ça dépend. Les boissons gazeuses, aujourd'hui, il y a plein de travaux pour arriver à résoudre la problématique du vrac. On sait déjà re-remplir des contenants sur place pour les boissons gazeuses, ça on sait le faire, mais les re-remplir complètement. Ce qui est un peu compliqué, c'est de faire de la quantité à la demande. Et donc, ce n'est pas du vrac. Mais il y a des travaux en cours qui vont permettre, je pense, dans les mois, peut-être 1 an, 2 ans maximum, d'aboutir sur les boissons gazeuses. Après, sur le champagne, typiquement, là, c'est quelque chose d'assez différent parce qu'il y a tout un travail de temps, de fermentation, autre sur la technicité du champagne qui ne permettra pas le vrac. Ce n'est pas tout à fait comme du vin. Le vin, si on voulait du vieillissement, le vieillissement en bag-in-box, ce n'est pas gagné. Ou le vieillissement en fût hermétique, ce n'est pas gagné. Donc, il faut aussi regarder ce que la qualité, la nature, la technicité ou l'histoire du produit va permettre de faire. Mais je pense qu'on peut arriver à faire 98% ou 99% des produits en vrac dans le temps avec des apports technologiques. Est-ce que vous avez connaissance de projets ou de programmes de recherche, notamment collaboratifs, autour du vrac? Là, on en a un, peut-être dont on peut parler, Didier, sur le lait. Oui, nous on mène pas mal d'expériences de cette nature et avec le concours de l'association aussi qui travaille sur toute la dimension réglementaire. Ou avec une grande coopérative laitière, on travaille sur un système de distribution et le process, pas que la machine qui va permettre de le distribuer de manière sécurisée et économiquement viable. Il ne faut pas oublier les deux dimensions, sinon il n'y a pas de développement possible, mais également sur tout le process consommateur qui va permettre de le sécuriser de bout en bout. Le contenant, l'entretien du contenant, la conservation à domicile, etc. Donc on travaille sur ce sujet-là depuis déjà pas mal de mois avec une grosse coopérative laitière et puis de très très près avec l'association pour simultanément orchestrer l'évolution réglementaire parce qu'à date, nous n'avons même pas le droit de l'expérimenter en public. D'accord. D'où l'article 11 et l'alinéa dont je vous ai parlé, avec le fait que le gouvernement, les actions des pouvoirs publics doivent soutenir le développement de la filière et notamment par des expérimentations. Donc voilà, on fait en sorte qu'aujourd'hui le pouvoir législatif vienne soutenir toutes les expérimentations qui vont permettre de démontrer que oui, c'est possible de vendre en vrac ces produits qui aujourd'hui sont interdits pour des raisons d'hygiène. Est-ce que le vrac, c'est une vente éthique, Didier Oretta? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Célia Renesson? Pareil. Vous ne voulez pas répondre? Préciser parce que ce que ça veut dire. Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que ça favorise le pouvoir d'achat? C'est un mode de distribution. Ça s'engage pour la protection de la planète? Ça sont des points différents. Si ça s'engage pour la protection de la planète... Un peu d'imagination dans cette rubrique innovation. Moi, j'aime bien les termes. Je suis un peu pénible et je pense que Célia, on est assez en ligne là-dessus, on se connaît bien. Moi, j'aime bien qu'on travaille sur des idées et des notions précises parce que il y a des mots valises dans lesquels chacun peut entendre ce qu'il veut et donc, à contrario, ne pas entendre ce qu'il ne veut pas. Soyons précis. Donc, est-ce que c'est vertueux sur le plan écologique? Dans un premier temps, on peut annoncer un certain nombre de points. Chez nous, par exemple, comme nous sommes très centralisés, nous mesurons le poids d'emballage que nous n'avons pas mis sur le marché. On a la chance d'être centralisé de bout en bout, y compris sur les sachets papier qu'on peut mettre à disposition. Donc, on peut faire cette mesure comparative. Si c'était ma farine en sachet d'1 kilo, ou telle que moi, je la mets en vrac sur le marché. Vous êtes le seul à le faire? Aujourd'hui, oui, parce que les autres ne sont pas centralisés, mais ça va se développer partout. Et l'association travaille sur ce sujet pour partager aussi ces méthodes de mesure et pour qu'on puisse voir ce qui se passe ailleurs et généraliser la mesure. Nous, la mesure est simple. On a évité 72% de la masse d'emballage mise sur le marché. Donc, ces 72% qui n'ont pas été prélevés en matière d'origine, pas de prélèvement de matière, pas d'utilisation de ressources, pas d'énergie de transformation, pas de flotte pour la transformation, pas de transport de cette masse d'emballage et pas de déchets à gérer derrière. Je pense que sur le plan écologique, tout est dit. Vous avez répondu à ma question. Célia Renesson, peut-être un petit mot en guise de conclusion sur cette troisième partie, et ensuite je questionnerai Oriane Santis. On travaille effectivement pour pouvoir mesurer l'impact de la filière vrac. Le but, c'est que, comme je le disais, celle-ci soit la plus vertueuse possible. Donc on sait qu'on a des choses encore à améliorer. On travaille sur la réutilisation, le réemploi des emballages en amont avec le projet de Hub Vrac. Donc là, au mois de juin, on va être en mesure d'avoir des indicateurs, d'avoir les résultats des indicateurs que l'on suit, c'est-à-dire un point de vue logistique, modèle économique, consommation d'eau, de CO2 et d'emballage évité, donc pour la partie Hub Vrac. On met en place en parallèle des indicateurs pour l'ensemble de la filière et nos adhérents pour le mesurer. On sait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'épiceries qui mesurent de leur côté les emballages évités, comme le fait Didier. Elles sont à peu près à 1 tonne d'emballages évités par an, mais aujourd'hui, on a besoin de centraliser, d'harmoniser ces mesures-là.
Et ensuite, la question, c'est que il faut vraiment rappeler pour moi que la vente en vrac, c'est un mode de distribution. Ce n'est pas un produit. Il n'y a pas de cahier des charges. Donc aujourd'hui, vous allez aussi bien trouver des produits discount que des produits labellisés. Donc c'est pour ça que cette notion d'éthique, elle est compliquée. En fait, elle est surtout liée aux revendeurs, aux magasins. On sait qu'aujourd'hui, les épiceries vrac sont très attachées au terroir, aux produits locaux, aux produits bio. Et d'ailleurs, 80% des produits qui sont vendus dans les épiceries vrac sont des produits labellisés. Et donc, on peut penser qu'effectivement, en tout cas, ces épiceries ont une certaine éthique, mais on ne peut pas généraliser, à mon sens, ce terme-là au mot vrac, en général. Oriane Santis, comment vous vous projetez, vous, avec Smart Vrac, dans cet univers et ce mode de distribution vertueux ? Comment on se projette ? L'idée, en fait, c'est vraiment, c'est justement, comme le disait Didier, nous, on s'adresse vraiment à la grande distribution. On n'est pas du tout sur le sujet des épiceries indépendantes ou des réseaux d'épiceries vrac. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner donc les enseignes. On l'aurait fait même sans cette loi. Et cette loi est encore... Elle accélère les choses. Elle va nous permettre d'accélérer les choses. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner en fait, la grande distribution vers, du coup, une offre en vrac beaucoup plus importante, tout en l'aidant, elle, à beaucoup mieux gérer en fait toute sa partie logistique, traçabilité, enfin même l'inventaire, enfin en gérant beaucoup mieux en fait toute son offre vrac. Et c'est aussi pour ça qu'elles se tournent pas mal du coup vers nous aujourd'hui, en sachant qu'elles doivent tendre vers du coup vers une offre beaucoup plus large. Et donc et en même temps, on a l'impression que ça en embête certaines. Pour les raisons qu'on imagine, parce que c'est un sujet qu'elle ne maîtrise pas forcément toujours bien, et aussi parce que souvent, au niveau logistique, c'est un peu complexe. Et je pense qu'elle voit aussi à travers notre solution, justement une solution qui leur permettrait d'avoir une offre vrac assez importante sans avoir trop de casse. Enfin, la casse, c'est-à-dire tout ce qui est perte, enfin tout ce qui est des marques inconnues. Et en même temps, en ayant une logistique, on va dire, simplifiée, une traçabilité augmentée. Et enfin, ce que permet aussi tout ce que permet notre solution du coup. L'innovation comme poil à gratter. Didier Oretta, un mot de conclusion. On ne développera pas le vrac, mais on développera de manière générale pas la consommation plus vertueuse, quelle que soit l'acception qu'on donne à vertueuse cette fois, sans innovation technologique. Ça n'est pas imaginable aujourd'hui parce qu'on ne peut pas rogner sur le temps des consommateurs, on ne peut pas rogner sur le budget des consommateurs, on ne peut plus rogner non plus sur les marges des entreprises. Donc évidemment, l'intermédiation qui va permettre de résoudre l'équation dans tout ça, c'est inévitablement l'innovation technologique. Merci à chacun. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à découvrir Vrac, mode d'emploi, un ouvrage proposé par le réseau Vrac. Vous aurez tous compris que le vrac est un mode de distribution extrêmement prometteur. Ça n'a pas échappé aux consommateurs responsables que vous êtes. Prenez soin de vous et retrouvons-nous dès le mois prochain dans un monde qui bouge.